à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci. Chers amis auditrices, auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je vous l'avais dit Bonjour la semaine à tous. dernière, hein, on continue Oui. avec Angela Duprat qui est de nouveau en face de moi. Et puis, on a encore un tas de choses à vous dire. Enfin, Angela surtout a un tas de choses à vous dire sur son exercice, sur la maïeusthésie, entre autres. Et puis, on va aller un petit peu plus loin, peut-être sur la médecine traditionnelle chinoise, sur un tas d'autres facettes aussi de ce qui t'anime et de ce qui m'intéresse vivement. Oui, merci Michel. Allez, à toi, on continue. On était donc sur la maïeusthésie. Oui, cette approche fondée par Thierry Tournebise et qui est vraiment une approche tout à fait révolutionnaire, qui n'existe que depuis 35 ou 40 ans. Je vais commencer peut-être par cela. Le mot maïeusthésie définit d'abord d'une part une certaine approche de la communication et d'autre part une façon innovante, voire révolutionnaire, comme je l'ai dit, d'envisager et de mettre en œuvre l'accompagnement psychologique. D'abord, dans l'état relationnel, l'attention est principalement portée sur l'information plutôt que sur l'interlocuteur. L'interlocuteur qui est le client ou le patient. Être en relation signifie être en lien, relié, attaché. Si maintenant on fait une mise en situation Oui. et que moi je viens te voir dans l'intention justement que tu m'aides à faire quelque chose de concret vis-à-vis de ton approche. Oui. Je rentre ici, on est donc dans un endroit spacieux, tranquille, le centre-ville à Genève, d'accord. Et puis c'est silencieux, ce qui est rare au centre de Genève, mais là on est vraiment à l'aise. Tu me proposerais, je pense, de m'asseoir, tu m'offrirais peut-être un verre d'eau, et tu commencerais par quoi pour me mettre en situation ? Je te demanderais déjà, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui ici ? Alors moi, ce qui m'amène, c'est de comprendre déjà à quoi je m'attends si je viens te revoir, parce que j'aurais peut-être le sentiment que c'est quelque chose qui m'est profondément utile. Qu'est-ce que tu ferais là ? Eh bien, d'abord, je te dirais qu'en maïeusthésie, ce qui est justement révolutionnaire, contrairement à la psychopathologie ou la psychanalyse ou la psychologie clinique, c'est qu'on ne considère pas le symptôme comme un mal qu'il faut supprimer ou dont il faut se débarrasser. Au contraire, on est dans une recherche de trésors et je n'ai pas besoin d'écouter ton histoire ou l'événement traumatique dans les détails. Moi, je vais à la rencontre des êtres de soi dont tu es constitué. Michel aujourd'hui, tous les Michel que tu as été dans toutes les époques de ta vie jusqu'à la conception, et même au-delà. Et c'est ça qui est tellement touchant, c'est que c'est pas le patient qui vient au cabinet, c'est le symptôme qui amène le patient au cabinet. D'accord. Les symptômes, c'est un être de soi. Est-ce que tu as besoin d'entendre le symptôme qui m'a donné le déclic de venir te voir ou pas ? Le symptôme, tu vas me le révéler très rapidement. Dans la mesure où tu viens ici et tu vas me dire, écoutez, j'ai vécu un trauma qui me poursuit depuis 50 ans. Je vais prendre un cas extrême. Non, je vais t'en donner un. On est en mise en situation. Ok, D'accord. Vas-y, oui. Alors, mon traumatisme, ça a été certainement la mort de mon père, parce que j'avais 9 ans quand mon père est parti. Quelque part, j'ai été très triste de cela, et quelque part, je dois reconnaître aujourd'hui que j'ai eu la chance d'avoir passablement de pères derrière et devant et à côté de moi qui m'ont aidé à donner du sens à ma vie. Mais ça a été quelque chose de très délicat à affronter. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont sujets aussi, malheureusement, à ce genre de situation. Donc c'est quelque chose qui, je sais, a bouleversé pendant un bon moment le cours de ma vie et qui fait, si je regarde un peu aujourd'hui, qu'est-ce que je serais aujourd'hui si mon père avait vécu 10-15 ans de plus que je l'ai eu pendant mon adolescence, ce genre de choses. Donc c'est cela que j'apporterais comme indice, comme trauma. Qu'est-ce que tu répondrais à ça ? Eh bien, je crois déjà qu'on n'a pas besoin d'en savoir plus. Merci déjà de
pour ta confiance. J'ai rien à cacher. Non, je suis vraiment très très touchée parce que tu amènes, le sujet que tu amènes. Et moi, je t'inviterais, si on était maintenant en situation d'accompagnement thérapeutique, je t'inviterais à porter ton attention sur l'enfant que tu étais à 9 ans. Alors, l'enfant que j'étais à 9 ans... Au moment où tu perds l'être qu'est ton père. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que, en fait, j'ai rencontré mon père à l'hôpital avec un médecin, ma mère n'était pas là à ce moment-là, qui m'a expliqué pourquoi c'était mieux que mon papa s'en aille. Parce que j'avais vu qu'il avait un gros bobo, un gros bleu sur sa tête, et en fait c'était un hématome sous-dural, et c'était quelque chose où on m'a clairement dit que s'il était là, il en souffrirait énormément, et peut-être qu'il ne me reconnaîtrait même pas, et ça serait loin d'être une bonne idée qu'il reste, et que c'était vraiment le meilleur moment pour lui de partir. Alors c'est déjà très touchant de voir qu'il y a eu un personnel médical qui t'a expliqué avec beaucoup d'humanité. Par contre, ce n'avait pas été la même formulation du côté de ma famille, où tu ne seras jamais comme les autres puisque tu n'as pas de papa. Et puis maintenant, c'est toi l'homme à la maison. Oh là là, Voilà. Ça, ce sont des choses qui ont été... Oui, c'est de là, s'il y avait un trauma, quelque chose à ce moment-là qui s'est développé, ça aurait été dans ce cadre. Je te laisse continuer cette mise en situation par rapport à ce que je viens de te dire. Oui. Alors, tout simplement, je t'inviterai maintenant à porter ton attention sur l'être que tu étais à 9 ans. Et qu'est-ce qu'il a besoin qu'on entende, qu'il n'a jamais pu exprimer jusqu'à aujourd'hui? Alors, je n'ai jamais eu à exprimer cela de façon ouverte devant peut-être des milliers de gens qui vont nous entendre. Et puis, je me dis simplement, chouette, peut-être ça peut leur être utile aussi. Mais si maintenant nous étions en situation réelle, qu'est-ce que cet enfant de 9 ans que tu étais aurait besoin qu'on entende? Alors, nous qui sommes là maintenant. Alors c'est bien que tu parles d'entendre. Heureusement, à l'époque, il y avait un monsieur qui s'appelait Tomatis. Et il faut savoir que le trauma que j'ai eu à cette époque-là m'a rendu sourd pendant passer une année. Oh là là. Pourquoi? Parce que j'avais plus envie d'entendre. Tu n'avais plus envie d'entendre. Donc, je me suis mis dans une sorte de bulle jusqu'au jour où un être que je remercie encore aujourd'hui, qui était un psychiatre, qui était sur la place de Rive, tout près d'ici, qui m'a dit, mais Michel, c'est pas toi qui es malade, c'est ta maman. Et ça a été très, très aidant. Oh là là. Donc, je remercie encore. Ça. Oui. Donc, mais en quoi est-ce que c'était bon pour toi de ne pas entendre à ce moment-là? C'était pour me protéger. Pour te protéger d'un monde où on me demandait d'être l'homme à la maison, par exemple. C'est pas rien, ça. Où on m'avait dit, mais tu seras jamais comme les autres. Or, mes amis, ils avaient des papas. Moi, j'en avais pas. Donc, je me rendais bien compte qu'il y avait une différence. J'étais dans une école où les papas venaient chercher des fois leurs enfants en voiture. Et puis, moi, je rentrais en bus, voilà, pour retrouver ma maman. Rien que ça. Rien que ça. Tu vois? Alors, cet être que tu es, que tu as été, il a besoin qu'on mesure à quel point la peine était grande. Certes. Oui, c'était pas rien ce que tu as vécu là. Ce n'était pas rien. Et cet être, ce petit garçon de 9 ans, qu'est-ce qu'il a besoin qu'on entende encore? Comment c'était pour lui le fait qu'on lui endosse, on lui demande d'endosser le rôle de l'homme à la maison, à un âge aussi jeune? Déjà, pour moi, l'homme à la maison, c'était quelque chose d'improbable parce que mon papa, il bossait tous les jours, il ramenait des sous. C'était en plus un être qui avait des fonctions importantes au niveau d'un syndicat pour aider les ouvriers. C'était la FOMH à l'époque. Il rentrait des fois fort tard. Et des fois, d'ailleurs, à cause de ça, il se fâchait avec ma mère parce qu'évidemment, il rentrait trop tard. Par contre, je me suis toujours rappelé de ces caresses sur le front qui me venaient. Je faisais semblant de dormir quand il venait vers 11h minuit et qui m'embrassait tendrement et qui partait. Et puis, donc moi, remplacer ce monsieur-là, c'était simplement quelque chose qui m'était... C'était pas possible. J'ai même le mot interdit qui me vient à l'esprit. Oui, c'était interdit. C'était contre la nature.
Et pour toi, Michel, qui est là aujourd'hui en face de moi, qu'est-ce que ça te fait d'entendre cela? D'entendre ce garçon que tu étais à 9 ans, qui tout simplement se sent totalement impuissant à représenter l'être qui était son père, qui rentrait tard. Comment c'est pour toi? Alors, à cette époque, il faut savoir que je suis toujours d'ailleurs quelqu'un d'immensément curieux. Oui. J'ai emmerdé ma famille pendant toute mon étape de gamin jusqu'en préadolescence. Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Pourquoi ça marche pas, etc. Et c'était l'horreur. C'est pour beaucoup de gens autour de moi. Tu avais besoin de comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que finalement, on m'a mis au CERN dans un boulot où j'apprenais un peu tous les corps de métier, tellement j'étais curieux de la vie et de voir comment les choses fonctionnaient. Tu vois. Donc, c'est pour te dire. Mais quelque part, ça a été très important parce que ça m'a aidé à rechercher autour de moi ce dont je parlais tout à l'heure, des pères. Des gens auxquels je devrais apprendre à écouter, à respecter, parce qu'ils avaient des choses à me dire. Et ça a occulté quelque part la dynamique qui, malgré elle, je ne lui en veux pas, ma mère a fait ce qu'elle a pu, mais de retrouver autour de moi des gens qui étaient hyper aidants. Vraiment. Donc, je n'ai de cesse de remercier ces gens qui étaient tout autant des fois des gens de la rue. À l'époque, c'est un junkie qui m'a appris à me raser. C'est un médecin qui m'a dit... Enfin voilà, j'ai trouvé autour de moi, dans toutes les facettes des gens qui m'entouraient, un sens à ma vie. Et si aujourd'hui je suis ce que je suis et que j'adore faire des interviews, c'est pas pour me soigner, maintenant ça va. Mais c'est quelque part parce que c'est devenu une compétence naturelle que d'écouter, d'être toujours en train de poser des questions aussi. C'est moi, je suis comme ça. Donc, ça me rappelle quelqu'un. Voilà. J'étais comme ça aussi. Donc, je suis toujours. Voilà. Donc, si tu veux, c'est un petit peu quelque part, j'ai fait de tout ça quelque chose de prolifique. Donc, j'ai la chance, encore une fois, merci la vie, d'avoir pu passer cela. Mais donc, à cette époque, c'était moins facile, mais j'avais cette chance d'être entouré d'une humanité magnifique. C'est bouleversant, ça. Tu sais, au CERN, j'étais dans un apprentissage, j'étais employé de laboratoire en physique. C'était quelque chose de nouveau. Et j'étais censé devenir le bricoleur 5 étoiles à côté du physicien lors d'une expérience où il faut vite faire quelque chose. Il faut souffler quelque chose en verre, il faut monter un circuit imprimé, etc. Il faut faire la micromécanique, des photos. Et puis, ces gens avaient bien compris l'état dans lequel j'étais, ce que je vivais à l'époque, malgré moi. Il y en a qui m'ont invité à skier, il y en a d'autres qui m'ont invité chez eux pour manger quelque chose, il y en a d'autres qui m'ont emmené à se balader, il y en a d'autres qui prenaient sur leur temps après le boulot pour travailler, pour discuter avec moi, tu vois. Et voilà, c'est ça qui m'a aidé à me forger, à travers la musique aussi. Parce que dans la musique, là, j'ai trouvé quelque part la quintessence de ce que j'avais besoin pour me sentir d'une valeur telle que je pouvais apporter quelque chose à la société. Voilà. Je sentais une reconnaissance à travers ce que je faisais. Il y avait une recherche de reconnaissance. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a pris... De considération, de reconnaissance. Voilà. Et ça m'a pris du temps. Hein. Et tu sais, en maïeusthésie, on dit toujours, nous passons notre vie à chercher ou à retrouver ce que nous avons perdu un jour ou que nous avons ressenti un jour. Alors, ce que je te propose, on va sortir maintenant de cet exercice de mise en situation. Je crois que tu m'as donné suffisamment de pistes personnellement pour me dire « Waouh, c'est pas mal du tout cette histoire. » J'aurais bien aimé continuer. Peut-être que... on y viendra, oui. Qui sait. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'êtres à rencontrer dans ton histoire de vie. Mais bien sûr, mais je pourrais me projeter bien plus loin avec toi, c'est clair. Bien sûr. Pour mon plaisir, pour aussi le tien. J'ai eu la chance de faire une analyse de 2 ans où oui, j'en avais suffisamment pour faire pleurer ce monsieur, tellement je vais raconter des trucs qui, quelque part, devaient aussi le toucher profondément sans que je le sache. Mais, tu sais, donc, dans un accompagnement thérapeutique, on fait équipe. Mais oui. C'est donnant. C'est pas le psychanalyste qui écoute, qui prescrit des médicaments.
Alors, vous entendez beaucoup de bruit là parce qu'elle a senti qu'elle faisait du bruit avec sa bague. Du coup, elle a sorti sa bague. Elle a cherché un couvercle d'une petite boîte pour mettre sa bague dedans sur la table. J'adore. Parce que là, en plus, on a des images dans notre discussion. Je te remercie de ce petit bruit. Allez, ce que je voulais seulement dire, c'est que c'est un travail d'équipe. Ouais. Il y a l'être que tu es aujourd'hui, il y a celle que je suis, il y a tous les êtres émergents qui vont nous rejoindre pendant un accompagnement thérapeutique. Et on a dit que ça va de l'inter et du transgénérationnel jusqu'au transpersonnel. Parfois, on se retrouve dans un accompagnement thérapeutique et on est 10, 12. Si on avait continué, je t'aurais dit, est-ce que tu serais d'accord de porter ton attention sur l'être qui était ton père ? Oui. Quand tu avais 9 ans. Et après, sur l'être qui est ta mère. Et pourquoi on dit toujours être ? Ça fait un peu galvaudé comme ça. Pourquoi on ne dit pas porte ton attention sur ton papa ? Parce que Il faut avoir du recul avec ça aussi. C'est pour ne pas infantiliser le patient. Et d'autre part, parce qu'il est un être à part entière. Tout comme l'être qui était ton père et l'être qui était ta mère sont des êtres à part entière. C'est intéressant ce que tu me dis, parce que lors de l'analyse que j'ai effectuée à une époque qui était chouette, vraiment c'est le moment idéal pour le faire, j'étais arrivé quand même avec une phrase du genre « Ouais, mais il y en a qui vont tellement plus mal que moi. Est-ce que c'est une bonne idée que je parle de tout ça finalement ? Est-ce que j'ai le droit de me plaindre ? Quelque part, j'ai tellement de chance. Je ne sais pas si c'était une notion de droit tout de même, mais est-ce que c'est suffisamment important pour que... Oui, mais ça veut dire, est-ce que moi-même je suis suffisamment important pour que... Ouais, d'accord, ok, je prends. Ouais. Ça fera l'objet d'une autre rencontre. Alors, si tu veux bien, moi j'enchaîne. Ben oui. Alors, j'avais dit que le mot maïesthésie définit d'une part une certaine approche de la communication et d'autre part une façon innovante, voire révolutionnaire, d'envisager et de mettre en œuvre l'accompagnement psychothérapeutique. Et là, on voit quelque chose de très intéressant, aussi bien dans les systémies familiales qu'au travail. Il y a l'état relationnel, où l'attention est principalement portée sur l'information plutôt que sur l'interlocuteur. Être en relation signifie être en lien, relié, attaché. Il reflète de l'affectivité. On est en réactivité par rapport à l'autre. Quand deux personnes sont en relation, le comportement de l'une influence celui de l'autre, et réciproquement. Dans une relation, chacun est défini par rapport à l'autre, et ne peut pas se sentir exister par lui-même. C'est énorme. C'est marrant quand tu me dis ça, j'ai une image qui me vient. Oui. J'ai quelque part en Europe un magnifique arbre auprès duquel je vais de temps en temps m'entrelacer. La sylvothérapie. Voilà. Il manquait que ça encore un peu pareil, tu vois. C'est le fait d'enlacer un arbre et de se connecter à lui. Donc ce que tu dis vis-à-vis de l'humain, je le sens tout aussi dynamique avec ce qui m'entoure à tout niveau que ce soit. C'est tout. Merci. Je vais enchaîner. Alors. À l'inverse, dans la communication, c'est ça dont tu parles, l'attention est portée prioritairement sur l'interlocuteur et pas sur l'information. Là, en thérapie, mon attention, elle est portée sur toi, l'être que tu es, et non l'événementiel, le biographique que tu vas m'amener. Mettre l'attention sur lui permet d'être touché par son être et non pas affecté. Tu vois la nuance, hein ? Oui, bien sûr. L'état communicant reflète une grande chaleur humaine et de la stabilité. Il signifie être ouvert à l'autre, en contact ensemble. L'interlocuteur, vu et considéré, se sent exister et de ce fait devient plus réceptif, plus ouvert à l'information qui circule d'autant mieux. Tu vois la nuance ? Oui, je l'ai ressenti lors de cette bribe de mise en situation. Oui, merci. La maïesthésie, et c'est ça qui m'a vraiment percuté quand je l'ai rencontrée, c'est avant tout de la considération et de la reconnaissance. Alors j'aime quand tu dis percuter parce que tu l'accompagnes d'un bras avec un geste de poing qui a l'air assez conséquent. Tu y tiens ça, que ça percute. Oui. Et ça percute où en fait ?
Nous avons tellement besoin de reconnaissance, d'être reconnus, de trouver notre place dans la vie. Et là, tu prends ton bras droit que tu mets sur ta poitrine. Oui. Ça a du sens, ça. Oui, bien sûr. C'est toi, là. Oui, c'est moi. Je parle en mon nom, mais je parle au nom de tous les êtres humains. Plus c'est petit et plus c'est universel, disait Carl Rogers. Combien sommes-nous à ne pas avoir été accueillis pleinement, avoir été entendus pleinement dans notre enfance? Et combien nous cherchons désespérément toute notre vie durant d'être pleinement reconnus? Alors on dira aussi que cette approche s'appuie sur la pertinence de ce qui se passe chez la personne accompagnée. Ce qui est ressenti spécialement pour et non à cause de. Sacrée différence, hein? Le symptôme n'est pas un dysfonctionnement à éliminer. Il est là spécialement pour aller à la rencontre de soi. Ouais, c'est la piste. Oui. Contrairement à la psychopathologie, où le symptôme est considéré comme une manifestation d'un dysfonctionnement biologique et mental, en maïesthésie, le symptôme n'est pas un dysfonctionnement à éliminer. Il est là spécialement pour aller à la rencontre de soi. C'est énorme. La maïesthésie envisage en fait les symptômes comme étant là spécialement pour rejoindre une finalité en cours d'accomplissement. La remédiation de ce qui a été temporairement clivé par sécurité ou le déploiement de soi permettant de devenir pleinement qui on a à être. Le symptôme peut se manifester chez la personne concernée, mais aussi chez une personne de son entourage, spécialement à son attention. Donc tu te rappelles, tout est systémie dans la vie. Systémie alors, familiale. Rappelons un petit peu ce que veut signifier systémie à nos auditrices auditeurs. Entendu. Parce qu'il peut y avoir des confusions là-dessus. Alors, chaque être et chaque individu fait partie d'une systémie. Chacun d'entre nous a un environnement familial, un environnement scolaire, un environnement professionnel. Ce sont des systémies qui vont influencer notre manière de nous comporter, d'agir, d'être affecté ou d'être touché, d'être en relation ou d'être communicant. Donc je peux tout à fait être amenée à consulter parce que chez moi, il y a un symptôme qui appelle, mais ça pourrait être aussi chez mon mari ou chez mon fils. Hein? Et ça m'amène à faire ce travail thérapeutique. C'est... Oui. Oui. Je vais peut-être faire un peu plus dans la dentelle maintenant. Comment fonctionne la psyché en maïesthésie? Alors, s'il te plaît, oui. Psyché. Oui. Comment tu perçois, si on ne doit pas vulgariser, mais simplement rappeler ce que psyché est et veut dire dans ce cadre-là. La psyché, c'est la dimension de l'être. On pourrait aussi l'appeler l'âme. Ah ben voilà, ça parle peut-être plus. Oui, merci. Chacun dans son histoire a pu vivre un événement potentiellement traumatique, voire des événements traumatiques. Ce qui compte, ce n'est pas le trauma en soi, mais comment chacun va l'appréhender dans son histoire. Prenons par exemple l'exemple d'une personne qui a vécu un trauma. Que va-t-il se passer dans la psyché à ce moment-là? Il y aura un mécanisme qu'on appelle la pulsion de survie. Tu as déjà entendu parler de cette pulsion de survie? Pour moi, la pulsion de survie, on est dans quelque chose que j'appelle le reptilien, quelque part. C'est-à-dire, vraiment, pour moi, c'est vraiment la survie, elle se passe là-dedans, pour moi. Ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que quand je me brûle, je retire mon doigt. Ok, quoi. d'accord. Alors, en maïesthésie, en fait, elle met à l'abri, elle met en sécurité. Mais dans ce sens-là, je rejoins ce que tu viens de dire. Hein? Et puis, si tu veux bien aussi, dans la systémie, oui, là, on est tous les deux en train de regarder le timing. Peut-être qu'on va faire une troisième émission, c'est pas un problème. Tu sais, j'ai carte blanche puisque c'est nous qui décidons. On peut s'arrêter là.
Ok. D'accord? Ouais. Et puis on fait une petite boucle la prochaine fois pour se remémorer un petit peu ce qui s'est passé, une petite synthèse sur les 2 premières. Ok. Et puis on se retrouve. D'accord. Alors, chers amis, auditrices et auditeurs, je vous souhaite le meilleur du monde, toi aussi, je pense, Angela. Bien sûr, bien sûr. Allez. Soyez vivants et vibrants. Allez, vibrons. Chers amis, auditrices, auditeurs, belle fin de journée. Et puis, allez, on s'aime. À tout bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.